Bonjour messieurs. Alors, séance du CRC consacrée à un débat ouvert, un débat qui nous vient de nos travaux par ailleurs dans le cadre de l'association Recours Constitution, dans lequel nous nous sommes interrogés sur les notions de responsabilité pénale et avant tout de responsabilité politique, puisque nous avons examiné un projet de loi déposé par des députés relatif à la Cour de justice de la République. Et dans ce contexte, nous nous sommes interrogés justement sur qu'est-ce que c'était que la responsabilité politique, différence avec la responsabilité pénale. Faut-il une haute cour, faut-il une cour de justice de la République, faut-il une haute cour, etc. Comment juge-t-on des actes politiques? Sont-ils jugeables uniquement d'un point de vue politique, justement, à travers des élections, de la sanction, je dirais, démocratique, ou peuvent-ils engager une responsabilité dans le domaine judiciaire? Tout ceci, bien sûr, en tenant compte, en toile de fond, de l'importance de la séparation des pouvoirs entre le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Christian a beaucoup travaillé sur ce sujet, et donc il va nous exposer dans un premier temps sa vision et les éventuelles conclusions qu'il a tirées de ses travaux, puis nous pourrons ensuite enchaîner sur les réflexions que cela nous inspire. Christian, je te laisse la parole. Merci Luc. Alors, nous n'avons pas encore commencé l'analyse critique de la Constitution, des 89 articles de la Constitution de 1958. Et là, aujourd'hui, on va faire une petite avant-goût, avant-première, concernant un article avec ce sous-article, qui est l'article 68. Alors, aujourd'hui, on ne va pas faire l'analyse critique de l'article 68 de la Constitution, analyse critique avec notre méthode clarté, précision, cohérence, analyse objective. Non, on va regarder on va porter un regard plus subjectif, plus polémique sur cet article 68. Alors, je donne tout de suite teneur de cet article. Il se situe dans le titre 10, qui s'intitule de la responsabilité pénale des membres du gouvernement. Donc, il s'agit bien de responsabilité pénale et il s'agit de membres du gouvernement uniquement. Voilà. Alors, l'article 68.1, la première déclinaison, dit ceci. Bon, je passe très rapidement, mais bon, c'est important quand même de savoir de quoi on parle. Les membres du gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, actes qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis. Ils sont jugés par la Cour de justice de la République. La Cour de justice de la République est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu'elles résultent de la loi. L'article 68.2 dit ceci: la Cour de justice de la République comprend 15 juges, 12 parlementaires élus, en leur sein et en nombre égal par l'Assemblée nationale et par le Sénat, 3 magistrats du siège à la Cour de cassation, dont l'un préside la Cour de justice de la République. Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit commis par un membre du gouvernement, dans l'exercice de ses fonctions, peut porter plainte auprès d'une commission des requêtes. Cette commission des requêtes ordonne soit le classement de la procédure, soit elle le transmet au procureur général près la Cour de cassation, aux fins d'une éventuelle saisine de la Cour de justice de la République. Ce procureur général, auprès de la Cour de cassation, peut aussi saisir la Cour de justice de la République sur avis conforme de la commission des requêtes. Et une loi organique détermine les conditions d'application du présent article. Alors, aujourd'hui, il s'agit je vous propose de débattre de la question de la responsabilité en général.
de la responsabilité des détenteurs du pouvoir. Il y a donc, en fait, par rapport à l'intitulé très précis et très restrictif, de fait, de l'article 68, qui parle de responsabilité pénale et qui parle de membres du gouvernement, je propose d'élargir, d'une part, la notion de responsabilité, c'est-à-dire autre que la responsabilité pénale, et puis d'élargir la notion de membre de gouvernement et d'élargir la notion de détenteur du pouvoir. Ainsi donc, il s'agirait de débattre de la question de la responsabilité, en général, des détenteurs du pouvoir politique en France. Alors, la responsabilité des détenteurs du pouvoir, elle a plusieurs niveaux. Elle a un premier niveau qui sont des délits qui sont liés aux infractions existantes dans le code pénal, alors, identiques aux citoyens ordinaires et qui sont censés être traités de la même façon. Hein, si un détenteur du pouvoir commet un crime de sang, etc., il n'y a pas de différence particulière à établir. Il y a un deuxième niveau qui a fait l'objet d'ailleurs des toutes premières juridictions vis-à-vis des détenteurs du pouvoir, puisque ça date en fait de Louis XIV, c'est les délits de concussion. Alors délit de concussion, ça veut tout simplement dire la corruption, hein, c'est-à-dire l'utilisation des fins personnelles de l'argent public ou détournement d'argent public. Et eh bien, disons, toutes ces choses sont assez anciennes, elles datent certainement de l'Antiquité, mais sous l'Ancien Régime et a fortiori sous les régimes antérieurs, eh bien, ça se passait, disons, dans le cénacle obscur, disons, occulté aux yeux du grand public du pouvoir autoritaire et monarchique, savoir que ils s'arrangeaient entre eux. Et le premier qui a juridicé, en fait, alors, je ne sais pas quel est le terme, juridictionné, cette affaire, bah, c'est Louis XIV qui, pour une affaire effectivement de conclusion de son intendant général, a cru bien faire en le faisant passer devant une espèce de tribunal au lieu de lui tout simplement ordonner de partir en détention ou de partir en exil. Et puis, donc, il y a ce troisième niveau dont j'aimerais plus particulièrement vous parler. C'est un niveau non identifié qu'on va qualifier de terme de politique, c'est-à-dire voilà, la responsabilité politique. Il s'agit donc de l'identification d'une problématique qui est sous-jacente. On s'en rend compte lorsqu'on étudie disons, toute l'historique du traitement juridique de la responsabilité pénale des membres du gouvernement. Il n'y a pas autre chose que ça, puisqu'il n'y a jamais eu autre chose que ça dans les constitutions, mis à part peut-être les premières, la constitution de la Première République, hein, sous la période révolutionnaire, entre 89 et 94. Donc c'est sous-jacent. Il s'agit tout simplement de la responsabilité politique, proprement dite, attachée à cette notion nouvelle qui est apparue en 1789, cette notion de représentant. Représentant, bien sûr, c'est une notion qui était absente sous la monarchie, qui donc traitait directement ses affaires en interne, sauf le cas de Louis XIV dont je viens de parler, et qui est apparu avec le gouvernement représentatif. Donc, on a assisté à des premières
disons, tâtonnement dans ce domaine. Hein. Alors le premier acte, je dirais, c'est un acte intermédiaire, puisqu'il fait la transition entre l'ancien régime et le nouveau régime. Bah, c'est la responsabilité du monarque devant le peuple. Hein. Louis Capet, voilà, qui passe en jugement devant, alors, pas le peuple, mais les représentants. Et puisque vous savez que donc, le procès de Louis XIV a eu lieu tout simplement au sein de la Convention. Voilà. Louis XVI. Louis XVI. J'ai dit Louis XIV, c'est Louis XVI, bien sûr. Louis XVI. Le deuxième acte, c'est la mise en place de dispositifs pour mettre en cause la responsabilité des représentants. Hein, au départ devant leur père, puisque les dénonciations, les mises en accusation ne se font pas à partir du peuple très souvent, sauf que le peuple envahissait la Convention. Mais la plupart du temps, c'est entre les gens de la Convention, mais via un tribunal révolutionnaire, c'est-à-dire via un tribunal, un jugement, donc une mise en accusation par le système représentatif, mais disons une instruction du jugement, une instruction et un jugement via le tribunal populaire. Alors, la première question qu'on doit se poser, que moi je me pose, c'est qu'est-ce que c'est que la responsabilité politique? Est-ce qu'on peut accuser un détenteur du pouvoir pour les résultats constatés de la politique menée? Voilà la première question que je pose. La deuxième question, c'est qui est concerné? S'il s'agit de constater des résultats délictuels ou criminels d'une politique menée, qui va-t-on accuser? Les membres de l'exécutif? Jusqu'à quel niveau? Les membres du législatif? Bon, les membres du législatif, je dirais c'est plus clair, hein, c'est les députés, les sénateurs, et puis éventuellement toutes les assemblées régionales, les cantons, les députés, délégués cantonaux, etc. Et puis pourquoi pas les membres du judiciaire, hein, voilà. Alors, et puis la troisième question, donc, première question, est-ce que la notion de mise en accusation pour des résultats de politique, c'est recevable? Deuxième question, qui est concerné? Et troisième question, comment juger? Alors, comment juger? C'est une question à deux étages. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une loi pour qu'on puisse juger. Bon, la loi, on va le voir, elle est quasiment inexistante, sauf sur des cas très précis de trahison, toujours liés à des conflits armés. Et puis, quel type de tribunal? Alors, jusqu'à présent, face à ces trois interrogations, qui sont des interrogations, disons, en creux, tacites, qu'on ne sait, pas qu'on ne sait pas poser, que certainement certains penseurs se sont posés, mais que pratiquement aucun éditorialiste ou polémiste n'a jamais osé mettre sur le tapis. Eh bien, par rapport à ces trois questions surplombantes, on va dire, eh bien, jusqu'à présent, c'était la solution de facilité, c'est-à-dire impunité, immunité ou impunité, ou plus exactement, absence d'incrimination. C'est-à-dire absence d'incrimination, on sait que ça veut dire un texte qui définit une infraction. Donc, il n'y a pas de définition de l'infraction politique, et donc, comme ça, on est débarrassé de ce problème. Alors, on pourrait se demander pourquoi est-ce que les juristes, notamment en France, où on est spécialiste de l'ergotage juridique, pourquoi est-ce qu'on n'a jamais travaillé sur cette question de l'incrimination, de la responsabilité politique? Eh ben, moi, je tenterai une explication autre. Bon, c'est la solution de facilité, tandis que c'est compliqué. C'est tellement compliqué qu'on ne le met pas en chantier. Mais il y a aussi que
commencer à travailler sur l'incrimination des résultats d'une politique, ça, disons, ça met en danger la profession d'homme politique. Du coup, la profession d'homme politique devient une profession risquée. Alors qu'aujourd'hui, elle est sans risque, bon, mis à part des cas de conflit où il va y avoir des affaires de trahison, etc. Hein, on pense à monsieur... comment il s'appelle, monsieur Vichy, là, j'oublie son nom, là, le général Pétain, n'est-ce pas? Voilà. La profession d'homme politique, c'est une profession sans risque, hein, contrairement d'ailleurs à la profession de gestionnaire des entreprises, hein, puisque le gestionnaire politique, lui, bon, il peut faire faillite sans problème. Le gestionnaire d'entreprise, quand il fait une faillite, bon, c'est beaucoup plus grave pour lui. Et alors, cette absence d'incrimination qui est non contestable, hein, bon, et à mon avis, elle repose sur le principe même de la représentation. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un représentant du peuple? Eh bien, finalement, représentant du peuple, c'est quelqu'un qui représente le peuple avec toute la gloriole et la vertu qui est attachée, mais sans les risques. La preuve, ce mandat impératif, qui est interdit par la Constitution, qui dit qu'il est, certes, investi d'un pouvoir symbolique, etc., tout ce qu'on veut, mais il n'a pas de responsabilité. Il agit en son âme et conscience. Il agit pour son propre compte. Il est investi d'un mandat. On se demande d'ailleurs de quelle nature est ce mandat, s'il n'est pas impératif et s'il n'est pas responsable de son mandat. Eh bien, on pourrait presque dire qu'il est de nature divine, finalement, ce mandat. Alors, toutes ces réflexions nous amènent à penser très sérieusement à la mise en place d'une notion de responsabilité politique. Et lorsqu'on étudie l'historique du traitement de la responsabilité des ministres, on constate qu'il y a une confusion permanente entre la notion de responsabilité politique et de responsabilité pénale. Confusion qui souligne ce flou dont je parle sur la notion de responsabilité politique et donc la carence en termes de définition juridique, en termes d'incrimination, comme je viens de le dire. Alors, bon, je vais évacuer tout de suite l'objection qui dirait « mais il y a déjà quelque chose dans l'article 49 de la Constitution ». Article 49 qui stipule qu'il y a une obligation de démissionner pour celui qui perd la confiance de l'organe devant lequel il est responsable. Hein. Bon, c'est la fameuse motion de censure. Mais, bon, il ne s'agit pas là, en l'espèce, d'un type de responsabilité qui pourrait conduire à la mise en accusation de la personne considérée, le ministre, en quelque sorte, en l'espèce, devant une instance judiciaire, parce que cette responsabilité politique-là, celle qu'on cherche à définir, elle emporte nécessairement la perpétration de crimes ou de délits pouvant être qualifiés de politiques. Et cette responsabilité politique-là, que nous cherchons à circonscrire, devrait trouver sa place dans le cadre d'un code répressif spécifique, voire même, pourquoi pas, être incluse dans le code pénal lui-même. Alors aujourd'hui, la plupart des États démocratiques, les États dits démocratiques, dans la plupart des États dits démocratiques, la responsabilité pénale fait l'objet de règles spécifiques afin de soi-disant prévenir l'apparition, empêcher l'apparition d'une justice politique qui pourrait être portée par des tribunaux de droit commun. Quelle horreur! Cette idée, c'est une idée qui semble s'imposer d'elle-même dans le débat public, et elle emporte de fait une autre idée induite, idée très contestable, qu'il ne pourrait pas, qu'il ne puisse pas y avoir de justice politique dans un État démocratique. Or, la question la plus importante, c'est pas de savoir si la mise en cause d'un ministre dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire doit avoir des conséquences politiques. C'est ce qu'on nous
qu'on nous met sur le tapis aujourd'hui pour nous dire, voyez, il ne faut pas de justice politique, et que j'appelle moi un contre-feu, parce qu'elle ramène la vie politique au niveau des faits divers. Mais la question, c'est bien plutôt de savoir si un ministre, tout comme le chef de l'État d'ailleurs, tout comme d'autres détenteurs du pouvoir politique, pourrait être mis en cause pénalement par rapport à ces, j'allais dire, choix politiques, mais par rapport aux résultats, surtout, de ces choix politiques, aux résultats constatés de la politique menée. Définition que j'ai donnée tout à l'heure un peu plus haut. Or, que dit le code pénal actuel des délits politiques? Le code pénal, il connaît un petit peu l'infraction politique, mais il ignore la responsabilité politique. Il fait distinguo entre infraction et responsabilité. L'infraction politique, en France, dans le code pénal français, elles sont regroupées au livre 2, qui s'appelle Des crimes et délits contre les personnes, et le livre 4, intitulé Infraction contre la nation, l'État et la paix publique. Et le code pénal distingue deux cas. Premier cas, dit cas objectif. Cette infraction politique regroupe toutes les infractions accusées par l'État de porter atteinte à l'ordre public et social, aux institutions politiques, à la sûreté de l'État, trahison, espionnage, intelligence avec l'ennemi, insurrection, etc., etc. Tout ça est bien listé. Second cas, est bien listé et assez objectif, il faut le dire. Dans le second cas, l'infraction politique, deuxième catégorie, deuxième typologie d'infraction politique, c'est des infractions politiques qui ressemblent à des infractions de droit commun, mais qui s'en distinguent uniquement par le mobile. C'est-à-dire que la perpétration du délit est identique, mais le mobile n'est pas le même. Alors, c'est ce que certains anarchistes qualifiaient d'expropriation. Ça peut être considéré soit comme une infraction politique visant à contester la légitimité de la propriété, soit au contraire comme un vol ordinaire. Tout dépend du mobile. C'est dans ce cas-là alors essentiellement la qualification pénale qui sera retenue par le juge qui permettra de trancher entre une infraction politique et une infraction de droit commun. Pour la petite histoire, de plus en plus, certains crimes se voient refuser le statut d'infraction politique malgré leur motivation patente. Il s'agit essentiellement des crimes qualifiés de terrorisme. Alors là, le pouvoir de qualification pénale est décisif parce qu'il emporte ensuite l'échelle des sanctions. Ou alors des crimes contre l'humanité qui relèvent d'un régime juridique entièrement distinct du fait de la nature particulièrement grave des crimes commis. Alors, concernant maintenant, voilà donc tout ce qu'il y a dans le code pénal actuellement. Concernant la responsabilité politique, il n'y a rien. On chercherait en vain une incrimination, c'est-à-dire un texte définissant une infraction, une incrimination de la responsabilité politique dans tout le corpus juridico-répressif actuel. J'ai parlé un petit peu de l'article 49 de la Constitution qui évoque une responsabilité politique des membres du gouvernement à l'égard de l'Assemblée nationale. On sait aussi que sur le plan individuel, un ministre peut être révoqué par le président sur proposition du Premier ministre, mais ce type de responsabilité n'emporte pas de sanctions ni financières ni physiques et échappe donc à toute pénalisation. C'est donc pas une répression, c'est donc pas une incrimination au sens juridique, puisqu'il n'y a pas de sanction. Il n'en reste pas moins que certaines décisions de nature proprement politique, prises par des agents de l'exécutif, ministres, mais également préfets, maires et technocrates, et également d'autres détenteurs du pouvoir, par exemple les législateurs qui vont faire des lois qui vont induire ou qui vont permettre l'action de l'exécutif, eh bien, toutes ces décisions, tous ces actes pourraient être assimilés à des crimes ou à des délits. Pour cela, il y aurait lieu d'envisager des aménagements du code pénal
des aménagements qui prendraient en compte la qualité du contrevenant, d'agents de l'exécutif ou d'agents du législatif, ou éventuellement de magistrats dans le cas d'une jurisprudence, de prendre en compte tout cela en tant que circonstance aggravante pour des crimes et délits existants notamment dans le livre 2 des crimes et délits contre les personnes, articles 211.1 à 227.33 du Code pénal. D'une part, et d'autre part, envisager la création de nouveaux crimes et délits. Donc, aggravation de crimes existants, crimes et délits existants, création de nouveaux crimes et délits d'autre part. Ça serait un premier pas, ces mesures que je suggère seraient un premier pas vers la reconnaissance de l'existence de délits spécifiquement politiques. Alors, pour cela, il serait nécessaire de procéder à 3 trains de mesures. Aménagement du code pénal prenant en compte la qualité d'agent de l'exécutif, du législatif ou du judiciaire en tant que circonstance aggravante pour des crimes et délits existants. Deuxième train de mesure, aménagement du code pénal par la création de nouveaux crimes et délits prenant en compte la qualité du contrevenant. Et puis, troisième train, création d'une juridiction spécifique pour le jugement des infractions, délits et crimes dénommés politiques. Alors, concernant le premier train de mesure, le principe à retenir, c'est que les détenteurs du pouvoir peuvent mettre en danger la vie d'une ou de plusieurs personnes, voire de la population tout entière, en prenant des décisions, ou en votant des lois, ou en prenant des jugements, notamment dans le domaine, alors je dis notamment dans le domaine de la santé et de l'agriculture, parce que c'est des domaines dans lesquels on va tout de suite pouvoir voir les applications possibles avec des événements précis. Et à ce titre, ils peuvent être poursuivis déjà par l'application des dispositions du Code pénal, livre 2, des crimes et délits contre les personnes, c'est les articles 211.1 à 227.33, dont notamment tout ce qui concerne les crimes contre l'humanité et l'espèce humaine, c'est les articles 211.1 à 215.3, et tout ce qui concerne les atteintes à la personne humaine, c'est les articles 221.1 à 227.33. Les atteintes à la personne humaine, c'est les atteintes à la vie, les atteintes à la personne constituées par disparition forcée, les atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne, la mise en danger de la personne, les atteintes à la dignité et les atteintes à la personnalité. Alors, les aménagements à envisager, ce serait après la section 3 du chapitre 3 du titre 2. Cette section 3, elle s'intitule « Définition de certaines circonstances entraînant l'aggravation, la diminution ou l'exemption des peines ». Il y aurait lieu d'ajouter une section 4 qui s'intitulerait « Des causes d'aggravation de la responsabilité pour motif politique » et qui listerait un certain nombre d'articles à rédiger dans l'État bien entendu, mais qui s'appuierait sur 3 grands principes. Premier principe, une notion nouvelle de crimes et délits politiques concernant certaines décisions des détenteurs du pouvoir dans le cadre de leurs fonctions. Deuxième principe, une responsabilité automatique. Alors ça c'est très important parce qu'on va voir que, on va pas avoir le temps d'étudier, mais si on étudie à fond les 2 grandes affaires de ces dernières années, c'est-à-dire le sang contaminé et le Covid, on va faire se voir que les responsables politiques ont pu être exonérés de toute responsabilité parce qu'il n'y a pas cette automaticité de la responsabilité en fait, je suggère d'ajouter dans cette section. Donc une responsabilité automatique des agents du pouvoir pour dommages subis par la population dans leur domaine d'attribution. À partir du moment où il y a un domaine d'attribution, il y a un dommage subi par la population, il y a responsabilité automatique. Et troisième pilier,
une aggravation de la responsabilité de l'agent public en fonction de sa hiérarchie au sein de l'appareil exécutif, bien entendu. Alors, on ne va pas étudier l'affaire du centre comptabilité et l'affaire de la crise du Covid-19, mais dans le cadre, disons, d'un atelier de travaux pratiques, on peut de façon très précise voir quelles seraient les conséquences de l'application de ces trois trains de mesures, de cette première mesure, de ce premier train de mesures basé sur ces trois principes. Je rappelle que l'affaire du sang contaminé s'est soldée par conclusion qu'on peut résumer ainsi: au-delà du caractère polémique des décisions judiciaires prises par les tribunaux dans cette affaire, à aucun moment la responsabilité proprement politique ne fut invoquée pour incriminer les accusés. Le juge s'en est tenu exclusivement aux dispositions ordinaires prévues par le Code pénal, sans même avoir tenu compte de la section 3 que je suggère, disons, d'aggraver. Cette section 3 qui s'appelait déjà disposition pénale définissant certaines circonstances entraînant l'aggravation des peines. Et il a dit, ça ne s'applique pas. Voilà. Bon, et puis, très rapidement, parce qu'on peut en parler pendant une heure, ensuite, concernant le Covid, la Cour de cassation a annulé la mise en examen, par exemple, de l'ancienne ministre de la Santé, Mme Buzyn, par la CJR, justement, accusation pour mise en danger d'autrui, faute d'obligation particulière de prudence. C'est-à-dire qu'il n'a pas trouvé, la Cour de cassation n'a pas trouvé dans les textes que Mme Buzyn devait être prudente. Enfin, il n'y a pas de texte qui lui dit qu'il fallait être prudente. Alors que moi, je dis, à partir du moment où Buzyn est responsable, elle est ministre de la Santé, il y a responsabilité automatique. Comme ça, c'est même pas la peine d'aller chercher pour voir si quelque chose en était. Non, voilà. Ces deux faillites judiciaires auraient pu être évitées si ces trois aménagements proposés avaient été effectifs au moment des faits. Deuxième train de mesure. Aménagement du Code pénal par la création de nouveaux crimes et délits prenant en compte la qualité de détenteur du pouvoir par le contrevenant. C'est, deux rubriques, le non-respect d'un programme électoral ou d'un programme de gouvernement et la mauvaise gestion des finances publiques. Alors, le non-respect d'un programme électoral ou de gouvernement. Donc, l'article 27, nous le savons tous, de la Constitution, indique que tout mandat impératif est nul. Ça veut dire en clair que les élus ne sont pas tenus par leurs programmes électoraux. Et ne peut donc pas, en toute logique, être tenus pour responsables de leur non-exécution lorsqu'ils ont accédé au pouvoir ou de l'exécution, disons, désastreuse si jamais ils l'avaient exécuté et que ça n'ait pas donné les résultats qu'ils avaient annoncés dans leur profession de foi. Ce traitement judiciaire du contrat politique tranche singulièrement, je l'ai déjà dit, je le répète, avec celui du contrat civil, dont le non-respect des obligations qu'il définit est réprimé par la loi et sanctionné par les tribunaux. Alors, non-respect du contrat civil, c'est-à-dire un contrat, pas forcément un contrat commercial, mais tout contrat civil qui n'est pas respecté, mais un contrat électoral, voilà, n'est pas assimilé à ce type de sanction. Donc, afin de gommer cette différence de traitement, il conviendrait d'abroger cette disposition de l'article 27 en la remplaçant par cette disposition proposée. Tout élu de la République est supposé avoir contracté un engagement avec ses électeurs sur la base formelle de son programme électoral, relevant du droit des obligations. Donc on raccroche le programme électoral à la notion de contrat et à la notion de droit des obligations qui, on l'a vu déjà dans une émission précédente, est extrêmement précis et extrêmement détaillé. Le non-respect des obligations indiquées dans un programme politique peut faire l'objet de sanctions dont le détail figurerait dans le code électoral. Deuxième rubrique,
la mauvaise gestion des finances publiques. La mauvaise gestion des finances publiques constitue, objectivement, un préjudice grave pour l'ensemble des citoyens électeurs. L'infraction est caractérisée, constatée par l'infraction est caractérisée par la constatation d'un déficit public. Et selon l'ampleur des déficits, les gestionnaires publics peuvent être poursuivis, selon des chefs d'accusation allant de l'infraction au délit, voire au crime, en fonction de l'ampleur du déficit. Pour cela, je propose d'aligner la codification de ces infractions sur celle du Code de commerce, tout simplement, et les sanctions, de les aligner sur les fautes de gestion des dirigeants de société. Troisième train de mesure, création d'une juridiction spécifique pour le traitement des infractions, délits et crimes politiques. Alors, nonobstant la nécessité de rejeter toute impunité ou immunité des détenteurs de pouvoir politique, il me semble qu'il ressort de tout ce que je viens de dire que ces détenteurs de pouvoir politique ne sauraient pour autant être considérés comme des justiciables ordinaires. C'est-à-dire qu'il faut considérer que ce ne sont pas des justiciables ordinaires, parce que justement ils sont détenteurs de pouvoir politique, plus ou moins grand, mais détenteurs d'une partie du pouvoir politique, Et donc, de responsabilité dans les résultats de la politique de la nation. Et pour cette la double raison qu'ils sont des représentants du peuple souverain, d'une part, et qu'ils pèsent sur les enjeux fondamentaux pour l'avenir de la nation tout entière, d'autre part, les infractions, délits et crimes qu'ils commettent en sont d'autant plus graves. Dès lors, il apparaît qu'aucune juridiction existante n'est en réalité adaptée au traitement de cette responsabilité nouvelle et que seule une juridiction qui émanerait du peuple lui-même serait alors légitime et appropriée au traitement de ces délits. L'article 2 du titre 1 de la Constitution, qui définit la souveraineté, cet article stipule que le principe de la République est gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. En toute logique, son prolongement judiciaire serait, tout naturellement, jugement par le peuple, gouverné par le peuple et pour le peuple, et jugé par le peuple. En effet, si le gouvernement émane du peuple, s'il n'existe ce gouvernement que par le peuple, et qu'il ne gouverne que pour le peuple, il ne peut donc être jugé que par le peuple. Il en résulte toujours, en termes logiques, que tous les délits relevant de la catégorie qu'on aurait ainsi définie de délits politiques, délits ou crimes, devraient être jugés devant des tribunaux populaires, aussi bien pour les contrevenants membres de l'exécutif que pour les contrevenants membres du législatif, voire ceux issus de l'institution judiciaire, et qu'une loi organique définissant par ailleurs les niveaux de responsabilité intérieure de chaque ordre soit établie pour parachever l'ensemble de ce dispositif. Donc voilà, j'en ai terminé, je vous remercie. Merci beaucoup de cet exposé tout à fait, sinon exhaustif, mais très détaillé et nécessairement détaillé, parce que la question, la matière est pas simple, parce que justement, et je vais intervenir après toi, dans nos travaux de recours constitution, on s'est posé la question de savoir justement si il y avait une matière, en définitive, derrière cette responsabilité politique, ou si c'était, comme le sous-entend, ou l'entend le droit présent, il s'agissait simplement d'être responsable devant le peuple au travers des élections, pour les représentants.
Et dans ces travaux, bah, on a cherché, puis on a fini par trouver. Et donc, tu as donné un certain nombre d'exemples. Effectivement, il y a bon, bah, parce qu'il y a déjà le droit commun, je dirais, du code pénal. Hein. C'est pour ça qu'on voit bien, il y a une concurrence un petit peu les deux. Est-ce que le code pénal actuel suffit, quitte à mettre quelques aménagements du style aggravation des peines, ou y a-t-il des délits, des crimes qui sont de nature spécifiquement politique, hein, et qui justifieraient quelque part un code politique, comme il y a un code du commerce, un code, etc. etc. Et il nous est apparu, et tu l'as détaillé en partie, que oui, il y avait bien des incriminations qui pouvaient être particulières, hein. Par rapport au droit commun. Bon, tu as cité le droit contaminé et les affaires du droit contaminé et l'affaire du Covid qui n'en est pas une, puisque pour l'instant il n'y a pas ça ne fait pas l'objet de procès, hein, puisque ceux-ci ont tous été retoqués par la justice, puisqu'il y a eu des attaques, hein, tout au cours de cette crise, et je pense qu'il y en a toujours aujourd'hui, mais pour l'instant tout a été évacué en disant non, non, circuler, il n'y a rien à voir. Donc là, s'il y avait un code politique, évidemment, que ça changerait évidemment les choses. Mais on pourrait avoir d'autres incriminations, du style disproportion du droit de parole dans les médias, par exemple. Ça pourrait être des choses, ce qu'on constate déjà aujourd'hui avec cette notion d'équité qui a été mise dans la Constitution, et non pas l'égalité. Hein. L'équité, je suis très opposé à l'emploi de ce mot, sauf à l'encadrer très précisément, parce que l'équité, ça veut dire qu'on apprécie de façon complètement arbitraire, or que l'égalité, bah, on sait la mesurer. L'égalité, c'est l'égalité. Et puis il y a d'autres éléments. Par exemple, on a parlé, lorsqu'on a étudié la charte de l'environnement de 2004, on s'est aperçu que toute cette notion de développement durable, en définitive, c'est quelque part, c'est une tromperie. Et donc, en soi, c'est vraiment une incrimination de nature politique en tant que telle. Là, c'est presque chimiquement pur. Dire que c'est une tromperie, puisque c'est un concept qui n'existe même pas. Donc, la tromperie en tant que telle devrait être posée comme, bon, avec tout un tas d'éléments, parce qu'il y a des choses qu'on va croire à un moment donné, parce que les connaissances scientifiques ne sont pas suffisamment développées pour s'apercevoir qu'en définitive, ben, on s'était trompé à l'époque, mais le tribunal jugera s'il sera de bonne foi ou de mauvaise foi, justement. Et pas simplement de façon, je dirais, politique, parce qu'après, bah, l'eau a coulé sous les ponts et puis c'est terminé. Et donc, c'est un peu trop facile, je dirais. D'ailleurs, les représentants se servent de ça, parce que qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils font leur sale coup dans le premier temps de leur mandat, et puis dans le dernier quart d'heure, comme on dirait au football, ils vont s'arranger pour arranger les routes, etc. Par exemple, dans les élections municipales, les routes sont toutes refaites la dernière année, juste avant les élections, hein. Elles peuvent être pourries tout le reste, mais ce qui est important, c'est qu'elles soient faites dans la dernière année ou dans les 6 derniers mois, juste avant l'élection municipale. Et donc, là, ça se voit parce que c'est à l'échelle municipale, mais à d'autres échelles, c'est la même chose. Donc, on est vraiment là dans la responsabilité politique. Donc, faut prévoir tout un dispositif que tu as décliné, je dirais, dans ton exposé. Donc, il y a bien de la matière. Il y a bien de la matière. La question après, je dirais, est-ce que cette matière, elle doit se trouver, où doit-elle se trouver? Est-ce que doit se trouver dans un code politique? Alors, dans le cadre de notre République actuelle, bon, ça semblerait assez logique, puissent des amendements dans le code pénal, peut-être, avec des facteurs aggravants, comme tu l'as posé. Mais je dirais ça, c'est dans le cadre actuel de la Ve République actuelle, je dirais. Pour ma part, comme on est là dans le fonctionnement de nos institutions, pour moi, la place naturelle de ces infractions serait plutôt dans la Constitution elle-même. Moi, je pense que la Constitution doit comporter, justement, puisque là, on est dans
dans la délégation de pouvoir, dans la représentation en l'occurrence, ou dans la délégation, pour moi, ça doit rentrer au contraire dans le cadre de la Constitution, parce que c'est vraiment dans le fonctionnement des institutions de la République que ça se joue, quoi. Et donc les incriminations doivent être de même nature, peut-être pas dans le corps de la Constitution, peut-être dans une annexe, mais certainement pas déléguées, comme on l'a vu, à la loi, parce que la loi, ça va être de nouveau des représentants, des délégués, sauf cas de référendum, que ça va être délégué à des gens donc, qui vont être un peu juges et partis puisqu'ils vont édicter les règles pour se contrôler eux-mêmes, ce qui est un petit peu ennuyeux. Donc, pour moi, ça a plutôt sa place, cette partie-là, vraiment dans la Constitution également. Alors, automaticité de la responsabilité, bien sûr, etc. Donc, ça serait tout un tas de choses qu'il faudrait mettre, évidemment, là-dedans. Deux choses. Faut-il un tribunal spécial ou faut-il un tribunal ordinaire? Bien, ça dépend. Là, c'est la même chose. Si on reste dans le cadre de la République actuelle, oui, il faut sans doute un tribunal spécial, un tribunal populaire, qui n'existe que dans les cours d'assises aujourd'hui et de façon encore tout à fait alambiquée, je dirais. Ou si on le met dans la Constitution, et nous, c'est ce que nous avons fait, avec des tribunaux populaires qui sont la voie de justice, la seule voie de justice pour tout jugement. Les tribunaux populaires, là, du coup, il n'y a plus besoin de justice spécifique parce que la justice spécifique, elle est généralisée. Les tribunaux populaires sont généralisés, je dirais. C'est aussi une justification de leur existence en tant que telle, parce que la justice, le contrôle, parce que la justice n'est jamais que le contrôle du fonctionnement de la société et des institutions, elle revient au peuple, hein, pour le peuple, par le peuple, hein, comme dit la formule. Alors, sur un dernier point sur la question du mandat impératif. Moi, je ne suis pas un fan du tout du mandat impératif. Le seul mandat impératif, je dirais, c'est ce qu'on a mis, nous, on a fait évoluer récemment cette partie, c'est lorsqu'il y a un référendum. Lorsqu'il y a un référendum, le peuple s'est prononcé de façon certaine et de façon directe sur un sujet, à ce moment-là, il y a forcément mandat impératif. Dans les autres champs, forcément que ça me semble très... Enfin, pour moi, le mandat impératif, il a un côté irréaliste, et même d'une certaine mesure, il déresponsabilise le délégué, le représentant. Parce qu'il pourra toujours dire, moi, je n'ai fait qu'appliquer ce qu'on m'a dit de faire, même si c'était une grosse connerie, c'est pas grave, je l'ai appliqué à 100%. Donc le mandat impératif, quelque part, permet aux représentants de se déresponsabiliser de façon totale. Et ça, je pense que c'est et des conséquences qui pourraient y avoir. Moi, je pense plutôt à l'attribution de missions. Hein, donc il y a une mission, donc au travers d'un programme, etc. Avec un compte-rendu à la fin, avec la roue de... Merde, je ne me rappelle plus le nom de la roue, mais avec à chaque fois un bilan par rapport au programme de ce qui a été réalisé par une instance, une institution particulière de contrôle qui dit voilà ce qui a été promis, voilà ce qui a été fait, pourquoi ça a été fait, etc. Et donc systématiquement avant chaque nouveau mandat. Mais il y a je dirais, il y a une souplesse et une adaptation qui doit être nécessaire, enfin qui est simplement la vie, quoi, je dirais. Hein. Le mandat impératif, oui, mais dans certaines circonstances particulières, parce qu'il a des effets pervers, tant de rigidité et de déresponsabilisation. Bon. Mais là, c'est un peu périphérique, je dirais, par rapport au cœur de notre discussion. Voilà. Jean-Charles. Oui, je vais rebondir tout de suite sur le mandat impératif, hein, puisque tu viens d'en parler. Uniquement en cas de référendum, mais c'est pas un mandat impératif, un référendum. Le mandat impératif, dans le sens où on l'emploie habituellement, ce sont les promesses électorales, c'est les intentions de l'élu qui demande une délégation qui demande à représenter le peuple.
il dit je vais faire ci, je vais faire ça, c'est mon programme, etc. Il n'est pas question de référendum, ou même il s'engage à exécuter une mission. Bon, donc c'est un mandat, c'est dans ce sens-là qu'on parle de mandat impératif. Et pour le coup, je rejoins donc effectivement Christian lorsqu'il souligne l'importance de l'article 27 et de revenir dessus. Moi, mon option, c'est dans le cadre d'un programme, c'est le candidat dit ça, je vais le mettre dans le mandat impératif, c'est-à-dire je vous garantis que je vais le faire, que je vais tenter de le faire, je vous montrerai et je vous prouverai que j'ai essayé de le faire, même si ça ne se fait pas, et je suis donc pour le mandat impératif partiel, c'est-à-dire ça, ce sont mes promesses que je performerai, et à côté, il y a toutes les réserves, tous les impondérables, toutes les problématiques. C'est-à-dire, je tenterai de faire telle chose, mais je ne vous garantis rien. Ça fait partie de mes intentions, de ma philosophie. Voilà. Et c'est pour ça que je pense plutôt à un mandat impératif partiel. Voilà. C'est comme ça que je considère l'application de droits et obligations attachés aux représentants. Alors, pour commencer un petit peu, l'exposé de Christian est vraiment complet, parfois un peu dense, difficile d'en faire le tour et de réagir de façon exhaustive à tout ce qu'il a pu dire. Mes revenus, j'ai pris deux, trois petites notes. Lorsque il a dit que cette histoire d'infraction, de responsabilité politique, etc., était attachée, enfin, si elle était empêchée ou s'il y avait des problèmes pour l'appliquer, ça s'était attaché à la représentation. Et j'ai noté comme ça, en fait, le représentant, c'est-à-dire le peuple délègue au représentant les succès du représentant et les fautes. D'une certaine façon, c'est une délégation de succès ou de faute. Donc, et là se referme toute l'hypocrisie et toute la problématique de cette affaire. C'est-à-dire que le représentant étant le représentant du peuple, soi-disant, enfin voilà, et nimbé de cette espèce de cohésion qu'il y aurait entre l'intention du peuple et la réalisation du représentant, c'est là qu'il y a une espèce d'hypocrisie, enfin un truc qui est un endroit, une cheville, une articulation qui ne va pas, puisqu'on sait bien que le représentant c'est une personnalité autonome malgré tout, mais il utilise cette délégation pour dire si j'ai des succès, voilà, nous aurons tous des succès. Si je fais des fautes, ça sera la faute de tous aussi. Voilà, c'est là il y a une problématique qui est malgré tout intéressante. Ensuite, le fait de distinguer infraction et responsabilité. Donc j'ai bien apprécié donc le déroulé de Christian à ce sujet, mais à un moment donné, il y a eu une contradiction, pas de Christian, mais de Laurent Fabius. C'est-à-dire lorsqu'il dit responsable mais pas coupable, c'est-à-dire que d'une part, il ne s'incrimine, enfin on ne peut pas l'incriminer pour des infractions puisque les choses ont été évacuées. On ne peut pas l'incriminer on ne peut pas l'incriminer pour responsabilité parce que Christian nous démontre très bien que ce n'est pas contenu dans les règles pénales ou les règles de la République. Et pourtant, il va invoquer le fait qu'il est responsable, donc il se tire une balle dans le pied, mais pas coupable. Donc il inverse les articulations qui ont fait qu'il n'allait pas être poursuivi pour responsabilité. Voilà, donc c'était voilà. Autrement, je n'ai pas entendu parler de la Cour de justice de la République, de la CJR, ni par Christian, ni par Luc, Cour de justice de la République, qui est, et on en a parlé, une cour exceptionnelle. Enfin, peut-être que j'ai mal entendu, peut-être. Ah bon, une cour de traitement exceptionnel de certains citoyens. Donc moi, j'ai commis un programme aussi, j'ai réfléchi à certaines choses, et lorsqu'il s'agit de jauger de la responsabilité de cette cour, de la justification de cette Cour de justice de la République,
ou de la responsabilité de certains fonctionnaires, non seulement donc des politiques, mais aussi des fonctionnaires, etc. M'est venue une réflexion particulière que je n'ai pas franchement résolue, c'est de constater que dans leur métier, il y a des métiers qui sont exposés à des possibilités d'infraction, des possibilités de se garder d'infraction, de précautions nécessaires à montrer qu'on n'a pas commis une infraction, etc. Bon, je pense, par exemple, je vais vous dire, un agriculteur, un commerçant, un comptable, etc. Enfin, parfois un comptable, il est comptable justement de ce qu'il écrit et des rapports, mais un agent immobilier, etc. Bon, on peut d'occasion de se retrouver dans une situation, ils en ont, hein, dans une situation où ils vont être peut-être dans un pataquès d'infractions, de problématiques, etc. Pourtant, par ailleurs, les flics, enfin les policiers, les juges, les gendarmes, les médecins, enfin il y a un certain, les militaires, il y a un certain nombre de professions qui sont amenées à faire face et à s'exposer à une situation problématique et compliquée. Et encore plus les politiques qui, voilà, eux, ils l'ont voulu. Vous me direz, les policiers en devenant policiers, eux aussi l'ont voulu, les juges, pareil. Mais enfin, disons qu'il y a une espèce de crescendo, comme ça, dans l'exposition des populations à des problématiques qui pourraient faire lieu à une incrimination quelconque, enfin, donner lieu à une incrimination quelconque. Donc, je me suis posé la question des circonstances aggravantes ou, au contraire, des circonstances, comme on dit dans l'inverse, des circonstances atténuantes. Atténuantes. Oui, c'est ça. Et je me suis posé la question si à ces personnes qui prenaient des responsabilités ou qui avaient des responsabilités, parfois on ne choisit pas son destin, on devait appliquer des circonstances aggravantes ou plutôt, et à contrario, des circonstances atténuantes en disant bon bah oui c'est toujours la même histoire, celui qui ne fait rien ne risque rien et celui qui prend des risques, eh bien voilà, il est exposé à des risques et c'est peut-être même la normalité de sa vie. Donc je n'ai pas encore résolu cette question et cette question monte effectivement jusqu'à la responsabilité politique et peut englober en toute honnêteté cette chose-là. Cela dit, bon là je ferai référence à des petits mots de Charles Gave lorsqu'il dit le problème de notre société. Enfin, il a des façons tout à fait percutantes de dire les choses, mais le problématique des politiques de notre société, c'est qu'ils ne sont jamais foudroyés. Je ne sais pas si vous avez vu cet extrait de Charles Gave qui parle du défaut de la punition politique. Il disait que normalement les fonctionnaires, eux, bon bah ils restent, il n'y a pas de souci. Il est normal qu'ils soient dans le fonctionnement de l'État, mais le problème c'est que les politiques sont devenus des fonctionnaires, c'est-à-dire que ils ont donc hérité du même statut que les fonctionnaires, c'est-à-dire qu'ils sont fonctionnaires à vie. Et les politiques, c'est un petit peu la même chose. Ils ne sont jamais foudroyés. Se plaint Charles Gave, sans doute à raison. Donc voilà pour ce que j'ai à en dire. Il y a Christian qui a été déconnecté. Je répète rapidement, Charles Gave se plaint et a raison sans doute que les politiques sont tous devenus des fonctionnaires, c'est-à-dire qu'ils ne sont jamais foudroyés. Le destin du politique, c'est de s'exposer à la foudre. C'est ce que dit Charles Gave, tout à fait à raison. Ce qui habilite la plupart du déroulé de Christian sur les mesures qui sont à prendre pour que une justice soit rendue et rendre ces personnes justiciables. Voilà, je vais m'arrêter là parce que, encore une fois, le sujet est vraiment très dense. Bon, infraction pour déficit public. Donc, voilà, moi je suis tout à fait d'accord. Bon, à distinguer les budgets d'investissement qui sont forcément peut-être des prises de risque et les budgets de fonctionnement. Bon, là c'est la clairvoyance et des juges à jauger
de ces choses-là, mais après tout, je ne suis pas entrepreneur et je ne sais pas de façon spécifique gérer un budget, encore moins un grand budget comme celui de l'État. Mais force est de constater que, à force d'accumuler au bas mot 100 milliards d'euros chaque année de déficit, de dépassement du budget sur les recettes, bon, on est devant une cavalerie financière absolument honteuse. Bon, là, on s'en va et on change de sujet. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Charles. Mais écoute, je vais rebondir avant de redonner la parole à Christian pour une conclusion, à la fin de notre exposé, sur ce que tu disais justement sur les métiers exposés ou non exposés. Et nous avons, je crois, nous, dans notre... merci à Simone Veil, la philosophe, de nous avoir aidés dans ce travail. Dans le préambule, justement, ça nous a aidé à cette question-là, puisqu'il y a des valeurs fondamentales comme l'égalité, qui sont posées, la liberté, l'obéissance, la responsabilité, qui hiérarchisent en définitive, et la hiérarchie aussi, qui, justement, ordonne tous ces besoins du corps en disant que, et de l'âme surtout en l'occurrence, qui disent que la responsabilité ou la hiérarchie sont des ruptures de l'égalité. Et donc, que comme ce sont des ruptures de l'égalité, la responsabilité doit aller croissant avec le niveau qui est occupé dans la hiérarchie. Et donc, c'est justifie d'un point de vue philosophique de cette façon-là, avec d'autres compensations, puisqu'il y a des honneurs aussi qui sont attachés au fait qu'on est plus haut dans la hiérarchie. Donc, les choses se compensent de cette façon-là et sont ordonnées, et c'est tout l'intérêt d'avoir ces valeurs fondamentales qui nous permettent d'y voir clair et de justement de savoir trancher plus lorsqu'on est confronté à ce genre de dilemme. Voilà, c'était la seule chose que je souhaitais ajouter. Christian. Ton micro est coupé. Ton micro est coupé, Christian. Oui, j'ai relevé 7 points que je vais brosser très, très rapidement. Premier point, il faut absolument qu'on essaye de convaincre tout le monde que la sanction des élections, ce n'est pas une sanction. Très souvent, lorsqu'on parle de responsabilité politique, on dit oui, mais ils sont responsables de rien, ils ne sont pas sanctionnés si ça ne marche pas, et on nous répond, notre contradicteur nous répond en disant oui, mais il y a la sanction des élections. C'est pas une sanction, on ne parle pas de ça, on parle pénal, on parle donc réparation d'un préjudice, et d'autant plus qu'on sait très bien que lorsque un homme politique n'est pas réélu pour le mandat qu'il a sollicité, il est ensuite recasé autrement. Je me souviens d'un interview de Bernard Tapie qui, avec sa verve habituelle, disait on lui disait mais attendez, mais alors quand ils sont pas élus, mais vous inquiétez pas, quand ils sont pas élus, ça ne s'arrête jamais. Ils sont replacés ensuite au conseil de ceci, au conseil de cela. Bon, donc c'est pas des sanctions. Voilà. Il y a une caste, il y a une famille là, politique qui se bat effectivement pour les premières loges, mais qui ensuite, il y a une solidarité de classe qui fait que lorsqu'on est battu dans un match, eh ben, on est ensuite recasé de façon très confortable. Deuxièmement, faut-il une incrimination particulière pour les délits politiques? C'est ce qu'on défend nous. J'ai donné beaucoup d'arguments. Je voudrais revenir sur l'argument de la sécurisation du métier d'homme politique. Hein, voilà, parce que ça n'est jamais évoqué. On dit oui, non, il ne faut pas que les hommes politiques, qu'il y ait une sanction politique, il y aurait des procès politiques. Bon, eh bien, le métier d'homme politique doit devenir un métier à risque. Il est un métier à risque, on doit risquer. Et là, on s'appelle de rebondir sur le 7e point, dernier point, on a parlé de circonstances atténuantes, Jean-Charles, les métiers exposés, Jean-Charles. Mais
Jean-Charles, les métiers exposés, oui, ce sont des métiers exposés. Ce sont des métiers exposés et c'est pour ça qu'il n'y a pas de circonstances atténuantes. Il n'y a que des circonstances aggravantes. C'est pas parce que, oh le pauvre, il a un métier exposé. Non. Il a un métier exposé qu'il a choisi pour la gloire. Hein? Bon, il doit assumer les risques de son métier. Voilà. Bon, ça va, ça. Métier exposé, pas de circonstances atténuantes. Je pensais aux policiers et à ces corps intermédiaires, hein, en particulier. Les policiers ne sont absolument pas. Là, on parle d'une incrimination nouvelle qui n'existe pas. Hein, je suis d'accord. Les policiers, ils sont soumis au code pénal, les bavures policières, ça c'est réglé par le code pénal, c'est bien, c'est pas bien, si la loi est trop dure, on la rectifie, alors que là, il s'agit d'une incrimination qui n'existe pas, qu'on n'a jamais voulu mettre sur la tête en tant qu'épée de Damoclès du métier d'homme politique. Troisième point, alors, cette affaire de développement durable. Je pense qu'elle est centrale. Enfin bon, c'est l'exemple central. Lorsque nous parlons de cette nouvelle incrimination, en fait, on parle pour l'avenir. Parce qu'aujourd'hui, on va pas forcément trouver matière à accuser un homme politique de délit, d'infraction ou de crime politique. Par contre, quand on a bien lu, hein, notamment la Charte de l'environnement, et qu'on a vu que dans la Constitution, c'est-à-dire que ces hommes politiques ont écrit une Constitution pour expliquer au peuple qu'il fallait absolument qu'il croie au développement durable et que c'était la mire de toutes les missions budgétaires d'être sous je dirais, les fourches codines du développement durable, eh bien, compte tenu de l'enjeu de la civilisation et de la société industrielle, eh bien, nous préparons précisément cette infraction pour demain. C'est-à-dire que demain, nous pourrons mettre en accusation, si nous créons cette infraction aujourd'hui, eh bien, demain, nous pourrons mettre en accusation un certain nombre de responsables détenteurs du pouvoir parce que ils ont conduit le peuple de force, avec la force de la loi, parce que tu ne peux pas être contre les développements durables, sinon c'est une infraction. Avec la force de la loi, ils l'ont conduit, eh bien, dans une impasse. Bon, voilà, c'est pour ça, c'est pour l'avenir qu'on fait ça. La place de cette incrimination, code pénal ou constitution? Voilà un débat très intéressant. C'est très intéressant. Bon, on va pas trancher là. Je donnerai simplement des indications. Moi, je suis plutôt favorable à ce que ce soit dans le code pénal, bon, bien que ça se discute. Dans la Constitution, parce qu'il s'agit en fait de juger un résultat. Bon, c'est-à-dire que si on met dans la Constitution, on va préjuger en fait, par exemple pour le développement durable, on va préjuger que ça va pas marcher. Alors, mettre dans la Constitution, peut-être que les détenteurs du pouvoir pourraient être jugés sur le résultat. Trouver quelque chose dans ce genre, mais pas plus, à mon avis. Alors, maintenant, le mandat impératif. J'ajouterai ça au programme s'il y a comme oui, ça alors, on nous donnera l'occasion d'en oui, c'est un débat intéressant. Maintenant, sur le mandat impératif. Bon, je pense, avec toute l'amitié très importante que j'ai pour Luc, je pense qu'il n'a pas bien compris. Hein. Bon, le mandat impératif, tu as dit à un moment, ça déresponsabilise parce que, voilà, moi j'ai pas un mandat impératif parce que je sais pas moi. Non, mais c'est pas ça. Le mandat impératif, ça traite de la profession de foi, c'est-à-dire de ce qu'a promis un candidat aux élections en disant je vais faire ça, les amis. Bon, est-ce que ça on le prend en compte? Et je dirais qu'il y a deux niveaux. Il y a le niveau de l'obligation de résultat et le niveau de l'obligation de moyens. C'est-à-dire que dans le jugement qu'on va porter sur les engagements d'un candidat à une élection, c'est à la fois ce qu'il dit qu'il va faire. C'est-à-dire, je dis que je vais faire ça. Alors, est-ce qu'il le fait, est-ce qu'il ne le fait pas? Premier niveau d'infraction, obligation de moyens. Hein? Je vais me donner...
Et quand il dit je vais faire ci, je vais faire ça, en général il dit parce que ça va donner tel résultat. Et là, on va juger si les résultats obtenus ne correspondent pas à ce qu'il avait annoncé. C'est-à-dire qu'on peut très bien être dans le cas où un candidat va appliquer les mesures qu'il a promis, et donc là il ne trahit pas son mandat impératif, mais ça n'a pas donné le résultat escompté. Il est coupable quand même, parce qu'il n'a pas bien travaillé son affaire. Voilà. Bon. Et puis si à la fois, voilà. Bon. Donc il y a deux niveaux, c'est beaucoup plus complexe que ça le truc impératif. Et dernier point, la CJR. La CJR, bon, j'en ai parlé une fois ou deux, on ne l'a pas traité. La CJR, j'ai indiqué dès le début qu'elle était en dehors. On en parlera quand on étudiera l'article 65 à proprement parler. Elle traite de la responsabilité pénale des ministres, c'est tout. Elle ne traite que ça. La CJR, il n'y a que des ministres qui vont à la CJR. Donc oui, c'est hors sujet. Enfin, hors sujet, c'est tellement minime par rapport à l'ampleur de ce qu'on soulève que c'est pour ça qu'on en parlera plus tard. Merci beaucoup. Bon, nous avons été un peu longs aujourd'hui, mais le sujet était dense. Je vous remercie, messieurs.